On veut saisir deux nombres et par la suite de calculer leur somme. Euh, je vous rappelle qu'on vous propose d'utiliser la directive .uqv pour associer les noms symboliques aux constantes. Dans notre cas, on va associer les numéros de service, les constantes qui spécifient les différents services du système d'exploitation avec les noms symboliques pour faciliter la compréhension du code. Print int, c'est le numéro du service 1 et on utilise la directive EQV. Read int, c'est le numéro du service 5. EQV exit associe le numéro du service 10 avec le symbole exit. Après avoir associé les constantes aux noms symboliques, on va coder la saisie d'un premier nombre, lecture du premier nombre. On va lire ce nombre et placer dans le registre S0. Je vous rappelle qu'en assembleur RISC-V, il y a les instructions de base. Ce sont les instructions qui sont physiquement implémentées par les circuits. Il y a les pseudo-instructions. Pseudo-instructions sont traduits par l'outil assembleur en une ou plusieurs instructions de base à l'interne. Pseudo-instructions facilitent l'écriture du code et la compréhension du code. Load immédiate, c'est une pseudo-instruction qui permet de charger une constante, valeur immédiate, dans un registre. La constante dans la ligne 9 est présentée sous forme symbolique. C'est notre symbole read int. L'outil assembleur va remplacer ce nom symbolique par notre constante, le numéro du service du système d'exploitation. Et donc, dans A7, on charge le numéro du service pour lire un entier. Et par la suite, on va appeler on va faire l'appel système equal, environmental call. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Le résultat, la valeur saisie, va être placée par le système dans le registre A0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de récupérer la valeur saisie, la valeur qui est placée par le système dans A0 et de mettre dans notre registre S0 qu'on va utiliser par la suite pour faire les calculs. N'oubliez pas que les registres A sont dédiés, sont utilisés pour des arguments et aussi les deux registres A0, A1 sont utilisés pour les valeurs de retour. Il faut respecter cette convention. Move, c'est une pseudo-instruction qui permet d'effectuer le transfert entre les deux registres. Contenu de A0 est chargé dans S0. Donc, la valeur est lue. Par la suite, on doit lire la deuxième valeur. La lecture du deuxième nombre va préserver la valeur dans S1. Ça, c'est deuxième. La même procédure pour lire doit être utilisée. A7, on charge le numéro du service pour lire un entier. Par la suite, on fait equal. Et finalement, on transfère la valeur lue dans le registre S1. Maintenant, les deux registres S0 et S1 contiennent les deux nombres lus. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de calculer la somme. On va additionner les contenus de deux registres S0 et S1 en utilisant l'instruction add. Comme registre de destination, on va utiliser le registre A0 parce qu'on veut afficher le résultat sur l'écran et
pour utiliser le service du système d'exploitation print int, il faut charger la valeur à imprimer dans dans A0. Donc, c'est ce qu'on fait ici directement dans le calcul sans utiliser notre registre intermédiaire. Donc, on forme dans A0 le résultat et finalement, on place le numéro du service pour imprimer la valeur chargée dans A0, print int et on effectue equal pour afficher le résultat. Maintenant, on va, ça c'est, on va sauvegarder notre fichier. Donc, ici, par défaut, dans risque, dans RARS, l'extension ASM est utilisée. Dans les notes de cours, on utilise la vraie extension pour le code de source risque 5. C'est S. Donc, c'est plutôt comme je vais... c'est somme... C'est ça, nous avons déjà commencé, mais je vais quand même préserver avec l'extension AS. Et maintenant, après avoir sauvegardé le code de source, le bouton Assemble devient actif. Donc, on va traduire le code source en langage d'assemblage vers le code binaire. Encore une fois, je vous montre le résultat de travail de l'assembleur. Dans la colonne adresse se trouvent les adresses de la mémoire physique où notre code va être placé et placé par chargeur. Dans la colonne code, ça c'est notre code binaire représenté ici en base 16. Dans la colonne Basic, nous avons les instructions de base et dans la colonne Source, ça c'est notre code source en langage d'assemblage. Comme vous pouvez constater, load immédiate, nos pseudo-instructions sont traduites en ensemble d'instructions de base. On peut voir que load immédiate A75 a été traduite en instruction add immédiate, registre avec adresse 17 qui correspond au registre A7. Ça, c'est le registre de destination. X0 est utilisé comme opérande qui contient la valeur 0. Donc, le contenu du registre 0 qui vaut 0 est additionné avec 5 qui forme notre valeur 5 et cette constante est chargée dans le registre avec l'adresse 17 qui correspond au nom symbolique A7. Par la suite, equal, ça va. Par la suite, move, comme vous pouvez voir, est transformé en instruction de base add qui additionne le contenu du registre 0 avec 10 et place le résultat dans le registre avec adresse 8 qui correspond à S0. Par la suite, encore, load immédiate a été transformé en instruction add immédiate, equal, et etc., etc. Donc, observez cette traduction pour comprendre quelles instructions sont instructions de base et quelles instructions sont instructions pseudo-instructions. Utilisez dans vos programmes pseudo-instructions pour faciliter l'écriture du code, mais encore une fois, il faut être conscient quelle instruction comment on fait les traductions, mécanisme, qu'il y a le mécanisme qui fait la traduction code, les pseudo-instructions et instructions de base. On va maintenant exécuter run the current program. Donc, comme vous pouvez voir dans la fenêtre d'entrée-sortie, nous avons comme la possibilité de saisir des nombres. Donc, séquence 6,
c'est le premier nombre. Et par exemple, si je tape moins 56, donc comme vous pouvez voir, c'est bel et bien le résultat affiché vaut 0 et le programme est terminé. Si on observe l'état du processeur, risque 5, ça c'est le contenu des registres. Donc, vous pouvez voir quand même que mon registre S0 a été comme modifié, contient la valeur. Mon registre aussi, ça c'est S1, pardon, et S0, les deux registres ont été impliqués. SP, ça c'est le registre stack pointer. Comme vous voyez ici, ce registre est utilisé pour effectuer les appels de fonctions. On verra avec vous cela plus tard. Le programme Bonjour, on va utiliser les appels service print-char, c'est numéro 11. L'appel, le numéro du service read-char, c'est 12 et exit 10. On va lire la première caractère dans S0. Ça, c'est bonjour, cette chaîne, on forme cette chaîne dans notre programme. Par contre, les initiales, on doit les saisir. Donc, deux fois, il faut lire chaque caractère qui représente nos initiales. Donc, comme vous pouvez voir, read-char, ce numéro du service lire en caractère est chargé dans A7. Equal est effectué. Le caractère loup se trouve dans le registre A0. Encore une fois, on va utiliser 0 pour préserver le résultat saisi. On va lire la deuxième lettre. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'afficher le message. Regardez de quelle façon on spécifie le mot bonjour. On verra aujourd'hui qu'on peut spécifier des chaînes, mais ici, ça c'est la méthode naïve pour afficher les caractères. Ici, caractère par caractère, on affiche le mot bonjour en utilisant l'appel service, l'appel système pour afficher un caractère. Donc, dans A0, on charge le premier caractère, B majuscule. Dans A7, comme vous voyez, on spécie le numéro du service pour imprimer un caractère et on affiche B, par la suite O minuscule, N et tout le reste, bonjour. Par la suite, espace, on affiche et finalement, on doit charger le caractère, le premier caractère saisi qui a été préservé dans S0, dans A0 et on affiche la première lettre saisie. Maintenant, S1 sauvegarde la deuxième lettre, donc et transférer cette valeur dans A0 et finalement exit va terminer notre programme. Donc, on va compiler et dans le simulateur, lorsqu'on clique le bouton Assemble, c'est non seulement on compile, mais aussi l'action de chargement est supposée d'être faite. Donc, le code est placé en mémoire et lorsque on clique sur Run, c'est le code chargé en mémoire est exécuté. Ça, c'est la simulation. Donc, Run, comme vous pouvez voir, encore une fois, ma fenêtre d'entrée-sortie devient active. Je tape la première. OK. Comme vous voyez ici, c'est Bonjour A.
Pourquoi? Parce que mon enter a été interprété comme le deuxième caractère de mes initiales. Donc, je vais quand même réexécuter le code. Ça veut dire que A, T, mais comme vous pouvez voir ici, c'est quand même si on saisit A, T d'un suite suivi par Enter, quand même AT a été saisi, mais mon Enter n'a pas pu être exécuté. Plutôt, c'est avec T, c'est déjà le traitement a été effectué. Encore la tentative, donc run, et je fais AT, et sans Enter, le code est déjà affiché. On a pu programmer la saisie de ceux de ligne pour pouvoir afficher plus correctement, mais on verra qu'avec l'affichage des chaînes qui est possible avec les services, on peut éviter cet affichage qui n'est pas très joli et quand même doit être programmé comme hard-codé aussi avec pas très joli. Maintenant, on revient à la présentation. Cette diapositive vous montre de quelle façon on peut effectuer les appels système dans le système d'environnement Linux. Donc, ce programme, vous allez faire dans les labs. Sur mon ordi, j'ai seulement le système d'exploitation Windows et ça va prendre beaucoup de temps si je vais me connecter à Linux à distance et d'explorer ça. C'est plutôt exigence dans notre cours et que vous maîtrisiez plutôt le travail dans le simulateur RARS, mais il faut quand même de comprendre qu'on peut tout exécuter avec le compilateur GNU. Et il faut comprendre aussi que RISC-V, ce n'est plus quelque chose théorique, mais ça, c'est le vrai langage d'assemblage, vrai processeur commercial. Et vous pouvez programmer et écrire des programmes en langage d'assemblage RISC-V qui peuvent être utilisés dans l'industrie. Donc, ici, ce qui est expliqué que les mêmes numéros de service appel système sont disponibles sur l'environnement Linux. Ça, c'est comme certains de ces appels, les systèmes sont supportés dans le simulateur RARS, certains non, mais il y a la documentation, donc vous pouvez regarder ça. Les autres appellent les systèmes, les points d'arrêt, breakpoint. C'est la commande e-break, environment break, pour suspendre le programme. Dans le simulateur RARS, cette commande permet de faire une pause à l'exécution. C'est pratique lorsqu'on débug des programmes. Nous avons vu avec vous que dans le simulateur RARS, nous avons le bouton exécution pas à pas. Mais pour les programmes simples, vous pouvez faire ça, mais lorsqu'on utilise des boucles avec beaucoup de répétitions, c'est très pénible de débaguer pas à pas. Dans ce cas, c'est très pratique de suspendre l'exécution à un certain moment. Et vous pouvez utiliser dans ce cas l'appel système e-break.
Donc, encore une fois, comment on utilise cette instruction dans l'environnement Linux. Et maintenant, on va apprendre de quelle façon on peut exprimer les structures de contrôle de haut niveau pour former nos programmes en langage d'assemblage RISC-V. En langage, dans tous les langages d'assemblage, toutes les structures de contrôle des langages de haut niveau sont simulées en utilisant les deux types d'instructions de branchement, branchement direct et inconditionnel. La première pseudo-instruction, c'est jump label. Ça, c'est comme équivalent au goto. Donc, on peut sauter à l'adresse qui est spécifiée par l'étiquette en forme symbolique. Jump, c'est une pseudo-instruction. En fait, label, on verra avec vous que cette instruction est implémentée par l'instruction jump and link, vraie instruction, mais les détails un petit peu plus tard. Donc, label étiquette spécifie adresse de l'instruction qui doit être exécutée et cette étiquette en fait est transformée en adresse fictive et le transfert du contrôle est effectué à cette adresse. L'adresse, comme puisque étiquette dans le code machine n'est pas spécifiée de manière absolue, ça veut dire qu'on ne peut pas encoder une adresse de saut directement dans le code machine. Il y a certaines parties de l'adresse qui est encodée explicitement dans le code machine et par la suite, les circuits transforment cette partie encodée en adresse complète. Vu que une seule partie seulement qui est encodée, nous avons la restriction sur l'espace de saut. Donc, l'étiquette doit être plus ou moins un mégaoctet de l'instruction de branchement. Donc, on ne peut pas exprimer toutes les adresses, mais il existe les instructions, il existe une instruction dans le jeu d'instructions RISC-V qui va nous permettre de spécifier une adresse dans un registre, donc spécifier adresse au complet. Et dans ce cas, on peut atteindre les mémoires, les parties de la mémoire qui se situent très loin. En majorité de cas, c'est quand même l'espace d'adressage atteignable d'un mégaoctet, c'est plus que suffisant parce que c'est quand même, vous savez déjà que dans le code de haut niveau, normalement, dans les fonctions, on ne place pas les étiquettes de branchement très loin dans le code. Quand les sauts loin sont nécessaires, c'est lorsqu'on utilise les librairies externes, comme les bibliothèques externes. Dans ce cas, on peut mettre ces choses assez loin en mémoire par rapport au code utilisateur. Comme j'ai déjà expliqué, l'étiquette spécifie plutôt le décalage par rapport au PC courant et on fait à l'interne le calcul de branchement. Décalage signé est encodé dans le code machine en RISC-V sur 21 bits. Et les adresses sont formées de 32 bits. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une partie de l'adresse qui n'est pas encodée directement. L'exemple d'utilisation de l'instruction de branchement inconditionnel ou de l'instruction de saut
ici, load immédiate A7A, ça c'est la commande printint. C'est pas la commande printint, c'est le numéro du service pour imprimer un entier. Par la suite, on exécute jump ici. Je vais complètement utiliser mise en notation. Voilà. Jump ici, on va sauter à l'étiquette ici. Load immédiate à 0,2. Donc, ici, on veut imprimer un entier et l'entier qu'on veut imprimer, on charge dans le registre A0. Ça, c'est la valeur 2. Equal va afficher notre entier 2. Par la suite, jump là-bas, on va sauter à l'étiquette là-bas. A7 encore contient la valeur 1. Load immédiate A01 va charger entier 1 qu'on veut imprimer aussi. Equal va imprimer entier 1. Et jump fin, donc on saute là et ici, les deux instructions permettent de terminer notre programme. Donc, sur l'écran, on verra 2 et 1 affichés. Le code présenté ici, c'est le code spaghetti. Il faut absolument éviter ce genre de codage. Il ne faut pas sauter dans tous les sens. En assembleur, on utilise jump seulement pour simuler les structures de contrôle. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention pour éviter l'utilisation exagérée des instructions de saut. C'est très cher au niveau de la performance. Les instructions de branchement conditionnel. Donc, ça, c'est notre groupe de branchement. Branch equal. Comme vous pouvez voir ici, qu'est-ce qu'on fait? On compare le contenu du registre RS1 qui est placé comme premier opérande avec le contenu du deuxième registre qui est placé comme deuxième opérande. Si les contenus sont identiques, dans ce cas, on saute à l'adresse spécifiée par l'étiquette. Branch non equal, encore une fois, on compare les deux opérands de registre. Si c'est pas comme si n'est pas égal le contenu, donc on saute. Branch less than, branch greater equal, branch less than unsigned, branch greater equal unsigned et pseudo-instruction, branch greater than, branch less equal, branch greater than unsigned. En fait, ça c'est ici les instructions, les 4 instructions, les 3, 1, 2, 3. C'est BGT, BGT, BLT, BGTU, BLEU, ce sont des pseudo-instructions. Donc, en fait, les instructions de base sont branch equal, branch non equal. Tout le reste sont des pseudo-instructions qui sont exprimées par les instructions branch equal, branch non equal et les autres instructions. On verra avec vous de quelle façon on exprime ces pseudo-instructions. Encore une fois, les étiquettes sont encodées relativement à l'adresse PC de l'instruction de branchement, donc on ne peut pas sauter sur tout l'espace mémoire
Donc, il y a les restrictions, c'est seulement l'étiquette doit être placée plus ou moins 4 kilooctets de l'instruction de branchement parce que notre étiquette est encodée sur 13 bits signés. Le bit de poids faible et fixé à 0 n'est pas encodé explicitement dans ces 13 bits. C'est ça, c'est cette taille fait la restriction de l'espace d'adressage atteignable avec l'instruction de branchement. Pourquoi on n'encode pas le dernier bit explicitement? C'est parce que les instructions sont formées de 4 octets, 32 bits. Et pour adresser toutes les instructions, ça veut dire que leurs adresses sont multiples de 4. En binaire, les multiples de 4, en fait, possèdent de 2 bits, les moins significatifs toujours à 0. Mais en risque 5, c'est seulement le dernier bit 0 qui n'est pas comme codé explicitement. À l'EDM, on travaille avec le processeur MIPS qui fait partie de l'architecture RISC. Dans cette architecture, c'est ça, c'est processeur MIPS. C'est plutôt comme on ne code pas explicitement les 2 dernières bits. Donc, il y a un petit changement par rapport à l'architecture RISC-V. Parfois, j'oublie, je vous dis $. Je vous explique pourquoi, parce que dans l'architecture MIPS, les noms symboliques pour des registres portent que c'est $ A0, S1. Donc, parfois, ce mot sort, mais pourtant, ici, le symbole $ n'est pas utilisé, mais les mêmes noms symboliques qui sont utilisés comme dans l'architecture MIPS. Les pseudo-instructions qui vont nous permettre de comparer des registres avec 0, c'est branch equal 0, branch non equal 0, branch less equal 0, branch greater equal 0. BLTZ, ça c'est branchement plus petit que 0, BGTZ, branchement plus grand que 0. Vous savez que le registre 0 est hard-codé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la valeur qui vaut toujours 0. Et c'est pratique d'utiliser ce registre pour faire aussi les comparaisons et effectuer les autres actions. Il n'y a pas de version des instructions de branchement avec comme registre constante immédiate. Nous avons vu avec vous que pour les instructions de calcul, add utilise les 2 opérands de registre et place le résultat dans l'opérand de registre. Et il existe une version avec opérande immédiate, add immédiate. Dans ce cas, contenu de registre est additionné avec constante et le résultat est chargé dans le registre. Donc, ici, comme nous avons vu, branch equal, branch non equal, c'est toujours les 2 opérands de registre. Donc, il n'y a pas de la version immédiate, mais quand même, avec cette version registre, on peut facilement exprimer la comparaison entre constante et registre. Ça suffit de charger préalablement notre constante dans un registre et par la suite de comparer les 2 registres. L'exemple de l'utilisation de l'instruction de branchement conditionnel, on va lire un entier. Et par la suite, on va comparer entier avec la valeur 1. Donc ici, comme vous voyez ici, pour comparer avec 1, on charge dans le registre T la valeur 1 et par
la suite, on utilise l'instruction branch less than et A0 contient la valeur loup, T0 contient la constante et si il y a l'égalité dans ce cas, on saute à l'étiquette erreur. Sinon, ça veut dire qu'on peut faire le calcul après l'instruction de branchement. Je vous rappelle que les opérandes peuvent être stockés soit dans les registres, soit en mémoire, où on peut les spécifier avec les constantes immédiates. Donc, il y a seulement 3 options. Pour les calculs intermédiaires, toujours utiliser le registre T, comme dans le cas présenté ici, notre constante 1 est utilisée seulement pour la comparaison localement et pour ce type de calcul, on utilise les registres T. Il est 10h21, on va faire une pause. Donc, toujours structurer vos programmes selon les exemples présentés. Le premier bloc, c'est la déclaration des symboles avec la directive EQV. Pour ce programme, c'est ça, on utilise les déclarations des symboles associés au service utilisé, mais bien sûr que toutes les autres constantes, vous pouvez mettre dans ce bloc, utiliser EQV pour associer un nom symbolique avec chaque constante utilisée. Nous allons charger dans les 2 registres S0 et S1 les 2 valeurs, compteur et limite. C'est la valeur 100, on compte de 1 à 100. Par la suite, on va simuler l'exécution. Mais on n'a pas vu quand même de quelle façon on peut exprimer des boucles. C'est plutôt comme... Je vais passer aux notes de cours. Oui. Donc, on va regarder plutôt comme plus tard l'exemple parce qu'on doit voir de quelle façon on peut simuler l'exécution pour exprimer la boucle. Donc, nous avons vu avec vous les instructions, ces 2 instructions jump pour implémenter l'instruction de saut, les instructions de branchement conditionnel, branch equal, branch non equal, ça c'est les 2 instructions de base et les autres pseudo-instructions qui vont nous permettre de faire les comparaisons de tout genre. Jump and link, ça c'est l'instruction en fait qui implémente la pseudo-instruction jump. C'est quoi la différence entre ces instructions? Jump and link saute à l'étiquette en sauvegardant l'adresse de retour dans le registre RD qui est spécifié. Cette instruction est utilisée pour simuler l'instruction comme call pour effectuer les appels de fonctions. Vous savez que, par exemple, dans le processeur PEP8, l'instruction call a été utilisée pour appeler un subprogramme. Et lorsque on saute, on effectue l'appel, on saute dans le corps d'un subprogramme, qu'est-ce que le système fait? Sauvegarde l'adresse de retour. Ça, c'est l'adresse de la prochaine instruction qui suit l'instruction
de l'appel. Et c'est ce que en risque 5 fait instruction jump and link. On sauvegarde dans le registre RD l'adresse de retour, l'adresse de l'instruction suivante qui suit jump and link et le saut à l'adresse spécifiée est effectué. Étiquette, encore une fois, il y a une restriction sur l'espace où on peut sauter, c'est plus ou moins 1 mégaoctet, puisque l'étiquette spécifie un décalage par rapport au PC courante qui est encodé comme valeur signée sur 21 bits. Les pseudo-instructions, c'est Jump and Link Label, permet de sauter à l'étiquette en sauvegardant l'adresse de retour dans le registre dédié RA. Ça, c'est Return Address. Donc, pour faciliter l'écriture, c'est ça, c'est selon la convention, l'adresse de retour dans l'architecture RISC-V doit être sauvegardée dans le registre RA. Et la pseudo-instruction Jump and Link Label fait ça automatiquement. Ben, par défaut, RA est utilisé. Nous avons vu déjà avec vous Jump Label. Cette pseudo-instruction est implémentée par Jump and Link Label et comme vous pouvez voir, l'adresse de retour ici, ça c'est l'adresse 0, le registre 0. Donc, ici, en fait, Jump ne sauvegarde pas l'adresse de retour, mais plutôt simplement saute à l'étiquette spécifiée. Une autre instruction, oui, j'ai oublié de vous dire que l'instruction Jump and Link, c'est l'instruction de base implémentée physiquement en matériel. C'est une instruction de type J. Je vous rappelle que les types J, I, U spécifient de quelle façon dans le code machine, l'information sur les opérandes et sur l'opération sont encodées. Ça veut dire que ça, c'est définir les règles de découpage en champs du code machine. Et le type J spécifie, voilà, 21 bits sont utilisés pour encoder adresse, une partie de l'adresse de branchement. Les autres bits sont utilisés pour encoder code d'opération et autres informations, mais on verra avec vous plus tard les détails sur les formats. L'instruction Jump and Link Register, cette instruction est de type I, immédiate. Ça veut dire qu'il y a un champ qui encode constante. Ça, c'est dans cette instruction, la constante, c'est notre déplacement, offset. Décalage qui est spécifié est encodé sur 2 bits, 12 bits signés. La convention signée, je vous rappelle que c'est la représentation en complément 2. Donc, décalage peut être négatif, par exemple, le moins 12 par rapport à telle valeur, ou plus 12, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que fait l'instruction Jump and Link Register? On spécifie l'opérande RD, opérande RS et déplacement. Cette instruction branche à l'adresse qui est formée avec le contenu du registre qui est spécifié dans RS1, plus le déplacement. Et RD, c'est le registre qui sauvegarde l'adresse de retour. Encore une fois, cette instruction permet de spécifier
comme les opérations d'appel de fonction. Et en plus, la manière de spécifier l'adresse de branchement va nous permettre de sauter n'importe où en mémoire. Donc, il n'y a pas de restriction où notre instruction de branchement doit être comme où l'adresse de branchement se situe. Voilà. Les pseudo-instructions, c'est Jump Register RS1. La vraie instruction qui implémente cette pseudo-instruction, c'est Jump and Link Register, où RD est spécifié. Pour RD, on utilise le registre 0 et décalage 0. Cette instruction permet de sauter à l'adresse qui est spécifiée comme contenu du registre RS1. Jump and Link Register RS1, dans ce cas, on saute à l'adresse qui est spécifiée comme contenu de RS1 et le registre de l'adresse de retour est sauvegardé dans le registre dédié Return Address RA. Call label. Ça, c'est de l'instruction permet de brancher loin et en sauvegardant l'adresse de retour dans le registre RA. La traduction de cette instruction en vraie instruction implique l'instruction, nous avons vu ça c'est add unsigned immediate PC. Lorsque on charge une valeur dans la partie haute du registre PC. Donc, nous avons vu déjà cette instruction. Tail label combine instruction add enceinte immédiate PC pour brancher encore loin, pas de sauvegarde. RET, cette pseudo-instruction est implémentée par l'instruction Jump and Link Register 0 RA0. Ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'on fait? On branche sur l'adresse qui est sauvegardée dans le registre RA. Oui. Mais Jump and Link, ça c'est l'instruction physique qui est implémentée. Call, ça c'est pseudo-instruction. Ça veut dire que call est utilisé pour rendre votre code plus lisible et call est exprimé par jump and link plus aussi AU et PC. Mais je vais vous montrer plutôt comme dans le simulateur ça. Ça va être plus compréhensible. Par exemple, ici, je veux taper. Oups. Ça, c'est call et on va appeler la fonction f. Mais il faut quand même définir, c'est ici f et n'importe quelle instruction ici, add, par exemple, S0, S0 et c'est 0. Donc, si je fais assemble, donc, comme vous pouvez voir, ma instruction call
puisque c'est une pseudo-instruction, est traduit par les deux vraies instructions. C'est AUIPC, donc c'est add upper mediate PC et registre, comme vous voyez ici, avec l'adresse 6 qui est utilisée. On place la valeur 0 dans la partie haute du registre PC et par la suite, on utilise Jump and Link Register. Adresse 1, ça c'est adresse 1 est associée au registre RA dédié. Donc, l'adresse de retour, ça veut dire que c'est l'adresse de cette instruction. Ah non, c'est pas ça. C'est plutôt l'adresse de l'instruction qui suit l'instruction call qui est mémorisée dans le registre RA. C'est ça, c'est mon registre X6. 6, ça c'est le registre temporaire, T1. Donc, on forme l'adresse dans mon registre X6 qui va former l'adresse de cette fonction. C'est l'appel à la fonction et la première instruction de cette fonction porte le nom symbolique F. Ce qui va nous donner, c'est cette adresse 004-0008. Comme vous voyez, c'est 8. Ça, c'est le déplacement par rapport au registre PC qui contient l'adresse de la mémoire où on place le code exécutable, les instructions. Donc, call, c'est de l'instruction. Mais le comportement va nous permettre simplement de sauter à la première instruction de fonction qui est appelée et de mémoriser dans le registre RA l'adresse de retour. Donc, je vous suggère encore une fois d'utiliser les pseudo-instructions dans votre code, mais de comprendre que les pseudo-instructions sont transformées en vraies instructions. Bien sûr qu'on peut écrire tout en utilisant les vraies instructions, mais ça va rendre le code plus difficile à comprendre. Il faut vraiment connaître de quelle façon Jump and Link Register fonctionne, cette instruction pour effectuer les calls. Quel opérand doit être placé pour préserver l'adresse de retour, quelle valeur doit être fournie pour spécifier l'adresse de la première instruction de la fonction appelée. C'est mieux d'utiliser la pseudo-instruction call et spécifier le nom de la fonction à appeler. Je reviens ensemble. Donc, toutes ces pseudo-instructions vous permettent d'exprimer les instructions qui effectuent les appels et retour simule le code de haut niveau qui effectue un appel et énoncer l'exécution de l'énoncé return dans les langages de programmation de haut niveau. N'oubliez pas que les langages d'assemblage sont utilisés pour traduire toutes les structures de contrôle, toute la syntaxe supportée par les langages de programmation de haut niveau. Donc, on doit exprimer
le traitement de haut niveau en langage d'assemblage. Ça, c'est le travail de compilateur, mais maintenant, avec vous, dans le cadre de notre cours, on travaille comme compilateur, donc la traduction manuelle au lieu d'écrire un programme qui fait cette traduction automatique. Mais pour travailler comme programmeur système, vous êtes obligé, pour écrire des compilateurs, il faut comprendre de quelle façon le travail est effectué. Donc, c'est ça ce qu'on fait maintenant. Maintenant, quelques mots par rapport aux bibliothèques et appels de routine. Le terme routine spécifie des sous-programmes, procédures, fonctions. On peut aussi utiliser le terme sous-routine, mais normalement, comme sous-programmes qui sont répétés comme fréquemment dans certains contextes, on les appelle routines. Pour les routines, c'est ça, l'idée, c'est d'encapsuler du code pour le réutiliser, puisque ces sous-programmes sont répétés fréquemment, le but, c'est de réutiliser le code. Dans les routines, on implémente le traitement spécifique et circonscrit. Les routines sont relativement indépendantes du reste du programme. C'est le vieux concept daté de 1947. Les bénéfices des routines, c'est permet d'organiser le code en le découpant en entités plus simples. Encore, on applique la stratégie diviser pour régner. Permet de factoriser du code, ce qui améliore la réutilisation et permet de sous-traiter, c'est-à-dire que déléguer le développement entre personnes et organisations. Les conventions d'appel. Lorsqu'on parle de routine, de sous-programme, fonction, on doit distinguer les deux acteurs dans cette tâche. Donc, en invoquant, c'est un morceau de code qui fait l'appel. En anglais, le terme employé, c'est caller. Un invoqué, c'est le morceau de code qui reçoit l'appel. Ça, c'est callee. Donc, un morceau fait l'action active, appel, et autre morceau fait l'action passive, est appelé. Donc, voilà, ça, c'est la définition invoquant-invoqué. Il existe les conventions pour invoquant et invoquer. Les conventions spécifient c'est comment représenter et partager l'information, qui a la responsabilité de quoi, et on utilise Application Binary Interface, interface binaire programme, qui spécifie les conventions d'appel et aussi plusieurs autres informations. On reviendra sur ces conventions un petit peu plus tard. Ça, c'est l'IBI de risque 5 de base. Vous pouvez voir ça dans la documentation. C'est ça, c'est les conventions d'appel. Les registres A0, A7, nous avons 8 registres qui sont dédiés pour spécifier des arguments. Donc, A, le nom symbolique, c'est parce que les registres sont dédiés pour des arguments. Les résultats doivent être transmis en utilisant aussi les registres seulement A0 et A1. Donc, deux registres peuvent transmettre les résultats. Les registres S0, S1 restent inchangés. Ça, c'est Saved Register. Je parle un petit peu encore de l'outil compilateur. Les compilateurs modernes, lorsqu'il analyse le code de haut niveau, regarde quels sont les qui sont fréquemment utilisés. Les variables fréquemment utilisées sont allouées au registre.
pour optimiser le traitement. Tous les autres variables, normalement, sont stockées en mémoire. Vous savez que la communication processeur-mémoire est lente et comme conséquence, il faut faire cette analyse pour rendre l'exécution efficace de nos programmes. Donc, les registres assignent aux variables fréquemment utilisées de registres. Et ces registres dans l'architecture RISC-V sont des registres S sauvegardés. Et, les registres aussi RA, SP, GP et TP restent inchangés. Ça, c'est le registre dédié. RA, je vous rappelle, ça, c'est Return Address, est utilisé selon la convention pour préserver adresse de retour. L'opération de sauvegarde est effectuée par le matériel, donc automatiquement en exécutant l'opération Jump and Link. SP, ça c'est Stack Pointer, c'est le système d'exploitation qui initialise ce registre. On verra avec vous plus tard de quelle façon on peut aussi manipuler la zone pile d'exécution. GP, c'est Global Pointer, permet de gérer la zone mémoire pour l'allocation statique. C'est le segment data. Aujourd'hui, on va parler de ça. TP, ça c'est Thread Pointer, ça c'est pour gérer la programmation concurrente offerte par les langages de programmation de haut niveau. Les autres registres AET peuvent être modifiés sans préavis par la routine. Donc, dans vos programmes, rangez vos données dans le registre S. Dans les T, ne mettez rien que vous devez sauvegarder. C'est plutôt comme T doivent être utilisés pour préserver les calculs intermédiaires. Ça veut dire que c'est plutôt comme la mémorisation à court terme. Si aussi vous voulez ranger quelque chose, si S n'est pas suffisant, donc vous pouvez ranger en mémoire, mais encore une fois, pensez à la performance. Les bibliothèques, en général, c'est une collection de routines. Les bibliothèques sont prêtes à l'emploi par d'autres programmes. Ça, c'est la note. Évitez de dire librairie. Personnellement, j'utilise parfois ce terme. Donc, bibliothèque. Les différentes bibliothèques sont créées dans les différents langages de programmation, donc peuvent être créées aussi associées aux différents outils, au environnement d'exécution. Les bibliothèques en RARS dans notre simulateur, l'interface graphique, ça c'est option Setting, Assemble all files in directory. Si on regarde ici, ça c'est Assemble. Comme vous voyez, c'est l'option Assemble. Lorsque on utilise le menu ici, le bouton, ça c'est Assemble the current file. Mais si vous regardez Settings, comme vous pouvez voir ici, il y a les options Assemble file upon opening, Assemble all files in directory. C'est ce que a été spécifié ici. En ligne de commande, ça c'est de quelle façon on doit, on peut, comment
exécuter notre simulateur RARS en incluant les librairies et on peut lancer, ça c'est l'exécution comme standard d'un fichier Java exécutable avec les fichiers en ligne de commande spécifiés lib1s, lib2s. Ça, c'est les bibliothèques GNU Linux. Ça, vous allez voir comme quelques exemples au laboratoire. La bibliothèque libs.s utilisée dans le cours portable RARS et GNU Linux, développement maison. Quelques routines disponibles. C'est print int, print char, read int, read char. Ça veut dire qu'au lieu de taper, comme nous avons vu, les numéros de service et de faire equals, c'est plutôt on fait l'appel des fonctions qui sont définies, les routines qui sont définies dans lib.s. C'est exactement les mêmes actions équivalentes, mais c'est mieux de point de vue lisibilité. L'exemple, load immédiate A042, donc on charge dans le registre A2 la valeur qu'on veut imprimer et au lieu d'utiliser load immédiate A7 1 pour charger le numéro de service et par la suite on fait equal. C'est plutôt comme vous voyez ici, on fait call et on spécifie le nom de la routine qu'on veut appeler, c'est print int. C'est la même chose au niveau de l'appel. Pour terminer le programme, au lieu d'utiliser un numéro de service et appel equal, c'est plutôt on fait call exit en appelant la routine pour terminer le programme. L'exercice, c'est écrire un programme max2s, lire deux nombres et afficher le plus grand des deux. Contrainte utiliser libs.s, tester avec RARS. C'est ce que on va faire avec vous. Donc, je vais utiliser ici le code. Ça, c'est somme. C'est quoi là? Ça, c'est max2s. Ça, c'est max2s. Voilà. Ça, c'est max2s. Comme vous pouvez voir, lorsque je clique à symbole du code présenté qui utilise les routines, il y a une erreur qui est générée. Ça, si je regarde ici. Ça, c'est symbole read int not found in symbol table. Donc, la routine ne peut pas être trouvée. Donc, il faut dans settings, il faut assemble all files. Dans ce cas,
Je vais voir. Mhm. Donc, je ne sais pas si ça marche. Java input file, store the file, ah, ok, c'est ça, c'est tous les fichiers ouverts. Je dois fermer plutôt. Ici, c'est dans Settings, je vais voir Symbol File upon open, non, c'est hmm. Oui, oui, il faut télécharger. Je n'ai pas téléchargé. C'est ça, il faut, parce que ça, c'est les routines qui sont implémentées, ça, c'est les fonctions qui sont implémentées par gens privates et il faut télécharger les librairies. Donc, si je vais laisser plutôt ça avec ce programme pour le lab. Donc, pour la version RARS standard, utiliser les services, mais il faut télécharger lib.s et par la suite, c'est ça, c'est dans ce cas, on pourrait utiliser les routines qui sont définies dans, dans cette bibliothèque. Voilà. Et la conclusion, nous avons vu avec vous, un instant, nous avons vu les instructions equal, e-break, branch equal, branch non equal, branch less than, BGE, BLTU, BGEU, GAL, GALR, SLT, IU, jump and link register. L'instruction SLTIU, on n'a pas vu, mais ça c'est set less than immediate ensemble. Ça permet ça prend, ça c'est, ça prend un opérand de registre et un opérande immédiate. On compare ces deux opérandes. Si l'opérande est plus petit que le deuxième opérande, le premier opérande est plus petit que le deuxième, l'opérande registre résultat va contenir la valeur 1 et 0 autrement. Donc, ça, c'est positionner le contenu du registre résultat en 1 si le premier opérand est plus petit que le deuxième opérand. Ça, c'est quelque chose vraiment simple. Cette instruction, c'est l'instruction de base qui peut être, qui est utilisée pour faire les comparaisons. Les instructions BGT, BLE, etc., ce sont les pseudo-instructions qui utilisent instruction branch equal, branch non equal et set less than pour implémenter les fonctionnalités de comparaison. Nous avons vu la directive .eqv pour l'instant et tous les programmes en assembleur demandent l'ordre et discipline. Ça veut dire qu'il faut mettre des commentaires, il faut utiliser les noms symboliques pour associer les symboles aux valeurs pour rendre le code plus lisible. Le langage d'assemblage est difficile parce qu'il faut gérer plusieurs choses par nous-mêmes.
Et la stratégie, c'est d'utiliser le développement itératif. Euh, donc, il faut ajouter petits morceaux, petit à petit, en vérifiant les morceaux avant. Et c'est aujourd'hui, c'est ça, après la pause, on verra de quelle façon la mémoire est accédée et on verra avec vous les instructions d'accès à la mémoire. Il est 11h24, donc on va reprendre le cours à 11h34.